Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 11 de Learning Pédagogie. Salut Salut, Romain, salut à tous. Ça comment ça va? va? Ça va et toi? C'est le printemps, donc c'est génial. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet assez crucial dans la pédagogie et dans l'éducation, c'est l'évaluation. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des évaluations à l'oral, à l'écrit, et enfin à l'oral, à l'écrit ou performance physique parce qu'au Mhm, tennis pas trop d'oral ou d'écrit, mhm. et quel résultat est-ce qu'on peut en tirer? Alors est-ce que tu veux faire une petite intro ou. Écoute, alors là, je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer aux gens ce que c'est qu'une évaluation, mais c'est clair que si tu parles de sport, on va plus, ça va plus 1, 2, 3, ça va plus être de la, voilà, de la victoire ou de la défaite, et dans l'enseignement ou dans d'autres critères de la vie, ça va plus être réussite ou échec. Voilà, donc on va essayer de se baser là-dessus et voilà, d'avoir des critères par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait. En fait, une évaluation, faut expliquer aux élèves que c'est un espèce de feedback. C'est Mm. par rapport aux attentes qu'on a, ben, où est-ce que tu en es en fait. Ouais, Ça te c'est ça. permet de savoir où est-ce que tu en es à peu près. Mm. Ton niveau, où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'avec une contrainte supplémentaire qui est soit le stress, soit quelque chose d'autre, est-ce que tu arrives à quand même t'entraîner un peu comme. Enfin, est-ce que tu arrives à apporter les mêmes performances qu'à l'entraînement? Donc au tennis par exemple, en match, est-ce que tu arrives à faire comme à l'entraînement? En maths, est-ce que tu arrives à faire à l'examen comme à Ouais. l'entraînement? Et donc c'est vraiment ce truc-là et essayer d'apporter quelque chose de concret à l'élève et pas juste une évaluation qui va te dire ben t'es bon, t'es nul, point. Et c'est Ouais, fini. c'est clair. Donc ouais, très important. Mm. Ok, alors on passe directement aux attitudes. Quelle attitude est-ce qu'on peut avoir face à un élève quand on va l'évaluer ou quand on va l'accompagner pour un match ou un truc comme ça? Alors, bah, nous, dans le sport, ça va être, voilà, les critères. Ça. Alors, si on fait des exercices, ça va être, voilà, fixer l'objectif, c'est-à-dire, j'attends que tu mettes 5 points, ou que tu dégommes 3 cibles, ou que voilà, tu gagnes le point par rapport à ton adversaire. Et après, en compétition, forcément, nous, dans le sport au tennis, il n'y a pas de match nul. C'est Mhm. je gagne ou je perds. Donc, du coup, bah, l'évaluation, c'est un peu le résultat quand même. En sachant que j'y viendrai à la fin du podcast, mais on est trop, on reste trop fixé sur vraiment le résultat et pas forcément la manière. Parce que on peut gagner en jouant mal, mais on peut gagner en jouant bien, et on peut perdre en jouant mal et perdre en jouant bien. Et il faut plus essayer dans l'évaluation et dans le débrief qu'on aura avec l'élève, c'est plutôt chercher la manière et lui Mhm. expliquer ça c'était bien, c'était moins bien, que voilà, t'as juste gagné, t'as perdu, c'est bien, c'est mal. Moi, je suis plus là-dedans pour essayer de faire progresser les gens. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai trois attitudes que j'essaye d'avoir avec les élèves. Enfin, déjà, c'est leur expliquer à quoi sert l'évaluation. Donc, la première chose, c'est ben, en fait voir si mon accompagnement fonctionne. Donc, si moi, enfin, je me remets déjà en question parce qu'on sait que les Mm. profs, les coachs, ils ont un sacré ego des fois. Et tu Ouais, vois, on a ça du dépend mal les à se profs et les coachs, mais ouais, ouais. mais certains, ouais. Mm. On a du mal à se remettre en question et à se dire que peut-être que si l'élève ne réussit pas, c'est peut-être de ma faute. Donc c'est un truc que je fais tout le temps. Ensuite, ça me permet une deuxième chose, c'est de suivre la progression de l'élève. Donc ça Mm. permet de voir s'il passe certains paliers, que ce soit pendant l'entraînement ou à des matchs ou pendant les examens. Et ensuite de partager les responsabilités. Je trouve que c'est important, tu vois, quand tu es un élève et un coach ou un groupe d'élèves et un coach, de partager les responsabilités. Moi, ma responsabilité, c'est de t'apporter un très bon cours, ou un bon cours, ou quelque chose qui t'apporte quelque chose. Et l'élève, sa responsabilité, c'est de travailler et du coup d'essayer de progresser. Si tous les deux on apporte quelque chose, on construit quelque chose. Si ça fait beaucoup de quelque chose dans ma phrase, mais Ouais, si tous les mais. deux n'apportent rien, tu vois, et que Mm. l'élève ne travaille pas, ou alors que le prof ne travaille pas, Mm. ben en fait on se sabote l'un l'autre, on s'empêche tous les deux de progresser. Mm. Et, euh, et du coup l'entraînement, enfin le coaching est pas du tout efficace, quoi. Ouais, c'est juste ce que tu dis. Ouais. Ensuite, il y a trois petites choses que j'utilise aussi beaucoup avec mes élèves, c'est que j'essaye toujours de les évaluer individuellement. Alors c'est un peu compliqué des fois quand tu es en groupe, tu sais, tu as 30-35 élèves devant toi, Mm. c'est dur de les évaluer individuellement. Mm. À l'écrit, c'est facile parce que chacun a sa copie, mais à l'oral, c'est un petit peu plus technique. Mais par contre, important de les évaluer de façon individuelle pour même éviter tu sais, le regard des autres, tu Mm. sais, la sensation de honte quand tu te fais interroger à Ouais, l'oral devant ouais. tout le monde et que Mm. donc c'est pas mal d'interroger, pas tout le temps uniquement ceux qui sont volontaires, mais d'y aller progressivement, tu vois, de Mm. les interroger sur un truc où ils sont un peu à l'aise pour les mettre un peu en confiance, puis ensuite faire un truc un petit peu plus technique. Mm. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'essaye d'y aller progressivement, genre je donne beaucoup le positif et ensuite seulement
je donne les trucs à améliorer, les pistes d'amélioration. Et du coup, je vois beaucoup le bon côté au début. Donc s'il y a un élève qui a un niveau vraiment pas ouf, mais qu'il essaye de faire des efforts, je vais l'encourager sur ses efforts, parce que lui dire que son niveau il est pas ouf, il le sait déjà et ça sert un peu à rien. Donc j'essaye toujours d'être très positif au début, puis ensuite petit à petit monter mon degré d'exigence, et je trouve que les élèves ont beaucoup plus de facilité à accepter ça, Mm. plutôt que quelqu'un qui est tout le temps gentil ou quelqu'un qui est beaucoup trop exigeant dès le départ. Ouais. Ouais. Et dernière petite chose, ça c'est une erreur que beaucoup de parents et beaucoup de coachs font, c'est qu'ils adorent les comparer aux autres. Mm. Et, euh, et en fait, le problème, c'est que quand on les compare aux autres, exemple tout con, genre, je sais pas, ton gamin vient rentre de cours et il te ramène un 9 sur 20 et la moyenne de classe, c'est 14 sur 20. Donc Mm. tu vas le comparer à la moyenne, mais pourquoi t'as pas eu une bonne moyenne, machin, par rapport. Bah lui, il va certainement se comparer au pire de la classe, il va dire, ah, mais t'as vu, je suis pas le pire. La pire note, c'est 3, moi j'ai eu 9, c'est pas mal. Tu Mm. vois. Mm. Et donc, en fait, le fait de comparer avec un référentiel haut, donc la moyenne de classe ou la meilleure note, ça fait que l'élève, il va aussi se comparer à la moyenne basse. Ou alors, il va dire, ouais, mais le meilleur élève, à cette évaluation-là, il a eu 8. Genre, Mm. j'ai battu le meilleur élève. Ouais, Tu vois. ouais. Et il te trouvera toujours un truc. Mm. Et donc, le fait de le comparer, enfin, c'est contre-productif Mm. parce qu'au final, ça apporte pas grand-chose à l'individuel. Ouais, puis t'as pas la cause de pourquoi il a eu 9, quoi. Ouais, c'est ça. Faut plutôt chercher ça, quoi. Tout à fait. Ouais, ouais. Moi, je le vois un peu avant les vacances avec les jeunes, on fait toujours un petit tournoi de fin de cycle. Et donc, à la fin, bah, forcément, il y a un petit classement, tu sais, c'est des matchs, ils s'affrontent tous et tout. Et donc, j'essaye dans mon classement de relativiser ceux qui n'ont pas trop de victoires, tu vois. Et d'essayer de noter, justement, voilà, ça c'était bien, vous êtes amélioré sur ça et tout. Et pas genre, ouais, toi t'es premier, toi t'es deuxième, toi t'es sixième. Parce que tu vois que celui qui est un peu mal classé, il regarde par terre, tu sais, voilà, il est pas à l'aise par rapport aux autres et on a tous été comme ça. Donc ouais, je fais attention à ça, ouais. Mm. Et après, en fonction des personnalités des élèves aussi, je pense que c'est important. Il y en a, ils vont voir ça comme un déclic, il y en a d'autres, ils vont voir ça comme une grosse défaite et se dire que voilà, bon, bah, je suis nul au tennis, l'année Ouais. prochaine, je reviens pas, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et ouais. du coup, cibler les personnalités et pourquoi pas adapter son discours. Enfin, moi, je le fais en tout cas. J'essaie d'adapter mon discours en fonction de la personnalité de l'élève et de son interprétation du résultat parce que Ouais. trop compliqué, tu vois, de donner juste un truc général comme ça, genre le résultat, et puis voilà, fini. Ou je crois qu'on avait déjà parlé une fois, mais tu sais, le prof de maths qui te rend ta copie du meilleur au plus Ouais. tu vois, On en avait parlé, ouais. la meilleure note à la pire note, horrible aussi, Ouais. tu vois. Ouais, Donc ça peut être pas mal quand, là, en ce moment, à l'éducation nationale, ils parlent de faire des groupes de niveau. Mm. Donc si ton groupe de niveau, c'est les meilleurs, tu vois, genre une classe élite, une classe étoile, ou je sais pas comment on peut appeler ça, là, ça peut être pas mal, tu vois, parce que du coup, il y a une certaine compétition entre tous les élèves. Ouais. Le fait de donner les copies de la meilleure à la pire note, ça peut être pas mal, parce que de toute façon, ils ont tous entre 18 et 15, tu vois, donc ça va. Ouais. Mais le faire avec une grosse amplitude où le meilleur il a 20 et le dernier il a 1. Ouais. Après, on essaye, nous aussi, dans le tennis, par entraînement, on essaye de les mettre un peu par âge et par niveau, tu vois. Ouais. Mais bon, là, faut faire attention quand même, parce que si tu fais ça vraiment à l'éducation nationale, enfin voilà, de tous les jours, tu vois, moi c'est une fois dans la semaine ou 2 fois. Tu sais, peut-être qu'après tu vas créer des groupes, genre des groupes qui vont se sentir un peu au-dessus des autres, qui vont se permettre certains commentaires, puis d'autres groupes vont dire moi je suis le niveau le plus bas, je suis dans le groupe de niveau le plus bas. Alors ça peut les transcender pour essayer de rattraper le déficit, mais je pense que ça peut créer des petits écarts des différences. Donc faut y aller mollo, quoi. Surtout avec les enfants. Mais quand tu commences à avoir un très bon niveau, c'est un peu comme au foot, tu vois, genre en Ligue 1 par exemple, t'as un classement tout le temps. Ouais, c'est sûr qu'on est, un peu classé, on est un Ligue peu 3, je pense pas que catégorisé. Oui, tu national. vois, en national ou en départemental ou quoi, t'as pas forcément de gros classements. Tu vois, mais quand tu commences à avoir un certain niveau, oui, ça peut te driver. Après là, tu parles quand même avec des gens qui sont, qui font de la compète à assez haut niveau, qui connaissent les spécificités du truc, qui savent qu'on gagne, qu'on perd. Et là, tu vois, l'éducation nationale, c'est un peu la... Enfin, c'est pour tout le monde, tu vois. Donc, faut pas les brusquer dès ce moment-là dans leur vie, parce qu'après, pour tous les autres moments où il y aura des classements, des résultats, des notes, des trucs comme ça, ils seront peut-être un peu frustrés de ça, quoi. Tout à fait. Mais ouais, il faut s'adapter en fonction de la personnalité. C'est difficile quand t'as un groupe de 35. Mais, oui, bien sûr, mais c'est clair que... Ok. Qu'est-ce que tu as comme stratégie, comme on va passer à la boîte à outils. Qu'est-ce que tu as comme stratégie pour
pour soit mettre en place des évaluations ou donner un feedback constructif après un résultat, Ouais. positif ou négatif. Ouais. Alors, en auto-évaluation, je demande, quand je suis en leçon particulière ou même en collective, ça m'arrive de demander aux élèves, voilà, pourquoi ils ont fait la faute. Déjà, s'ils le savent. Mhm. S'ils le savent, bah vas-y, explique-moi pourquoi. Et d'accord, et du coup, qu'est-ce que tu as senti? Est-ce que voilà, c'était un problème d'équilibre? Est-ce que c'était un problème de plan de frappe? Tu vois, des choses comme ça. Et tu te rends compte qu'en fait, au final, il y en a qui sentent le truc, qui savent exactement, et puis bon, bah, c'est bon, ils ont compris comment ça fonctionnait. Puis t'en as d'autres qui savent pas du tout, ou alors ils pensent savoir, mais c'était pas ça. Mhm. Et donc, c'est un peu un critère pour moi pour savoir si je dois réexpliquer ou pas, par exemple, tu vois. Donc ça c'est pas mal. Et après, bah, les évaluations qu'on fait, ça peut être comme en fin de cycle, un petit tournoi où tu as une sorte de classement, donc tu te rends compte un peu qui c'est qui domine un peu, qui est à l'aise, et puis voilà. Et puis moi, dans ma pédagogie, ben, je les vois un peu tous jouer sur le moment, et puis je me rends compte de s'il y a des secteurs à améliorer. Par exemple, je sais pas, s'ils galèrent tous au service, ben, peut-être que les cours d'après, je vais orienter un petit peu plus sur le service. Ce genre de détails, tu vois. Mm. Et puis bien sûr, ben, ceux qui font de la compète, les résultats, les montées en classement ou pas, parce que nous, en plus en ce moment, le nouveau classement fait que tous les mois, on peut être reclassé en positif ou en négatif. Donc ça, c'est un perpétuel recommencement, tu vois. Donc ça, c'est un critère qui est bien vu par certains, moins bien vu par d'autres. Moi, je trouve que les deux formules, c'était bien. Donc voilà. Mm. Ok. Alors, j'utilise trois, quatre trucs. Le premier, c'est j'essaie d'exprimer clairement les attentes et les critères d'évaluation aux élèves. Par exemple, je sais pas, il y a 2 mois, j'ai évalué les ceintures noires, un passage de Mhm. ceinture noire au Mhm. karaté. Et du coup, je leur ai clairement donné les attentes. Je leur ai dit que j'allais évaluer le kimé. Donc, le kimé, c'est l'engagement, l'intention que tu vas mettre dans tes mouvements. Ensuite, la partie technique. Et la partie. Quoi d'autre encore? Il y en avait trois. Je sais plus, mais donc Mhm. l'engagement, la technique et un autre truc, peut-être les performances physiques Mhm. ou quoi, Mhm. par rapport à l'âge. Donc c'est ce troisième truc-là. Et donc j'exprime clairement les attentes et tu sais à quoi tu t'attends pour ton évaluation, pour ton passage de grade. Et au moins, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas un Mhm. moment où tu vas te dire ouais, mais là, je savais pas. Je savais Mhm. pas du tout sur quoi tu m'évaluais. Je savais pas que Mhm. il fallait travailler sur ce truc-là ou pas. Et donc, je trouve que c'est important, surtout, comme tu le disais tout à l'heure, à un niveau pas hyper élevé. Genre le numéro 1 mondial ou numéro 3 mondial au tennis, tu vas pas lui dire prochain match, c'est sur ça qu'on va t'évaluer, il le Mhm. sait, tu vois. Mhm. Mhm. Mais par contre, pour un niveau d'apprentissage global comme à l'école, Mhm. je trouve que c'est important de donner les attentes. Mhm. Je pense, enfin, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi je suis déjà allé plein de fois à des évaluations quand j'étais à la fac, au lycée ou quoi, et en fait je savais vraiment pas quoi. Mhm. euh, Enfin, qu'est-ce qui était le plus important? Je sais pas, les dissertes de philo, par exemple, Mhm. j'ai jamais vraiment su ce que c'était les critères de notation. Ouais, En français, c'est pareil. ouais, On me disait, il faut faire un plan, il faut faire ci, il faut faire ça. ouais. Et dans le fond, tu sais pas quoi correspond à quoi. Tu sais pas si le Mhm. plan, ça correspond à 4 points, à 18 Mhm. points. Mhm. Tu sais pas si Oui, l'orthographe, oui. ça compte 2 points ou Mhm. 5 points. Et du coup, c'est un peu compliqué. Et puis, chaque prof a un peu ses critères à lui. Donc, Mhm. le fait de t'adapter d'année en année, je pense que c'est important de donner les attentes clairement. Ensuite, je trouve que l'évaluation, elle doit être pour le bénéfice de l'élève. Donc certes, ça lui donne un feedback plus ou moins constructif en fonction des profs, mais ça doit donner quelque chose de positif pour l'élève et ça doit lui apprendre quelque chose. Donc une évaluation, ça va lui permettre soit de plus progresser ou de se rendre compte que ben voilà, il n'a pas le niveau et donc il va devoir plus travailler, Mhm. mais ça doit lui donner une information sur son niveau actuel et sur ses futures performances et les futures des trucs pour préparer Mhm. l'évaluation au mieux pour la prochaine fois. Et du coup, ensuite, je pense que c'est important aussi d'avoir des discussions, pas avec tous les élèves évidemment quand tu as Mhm. un gros groupe, mais discussions sur l'interprétation du résultat. Et donc, quand c'est un bon résultat, c'est bien aussi d'encourager, parce que ça demande quand même des efforts, tu vois, d'avoir un Mhm. bon résultat. Moi, je le vois avec le champion olympique, Steven D'Acosta, champion olympique au karaté. Et lui, j'avais entendu dans une interview juste avant son troisième ou quatrième championnat du monde, donc assez gros niveau, tu vois. Mhm. Et il disait, le public, il se rend pas compte, tu vois. Pour eux, ils se disent, ouais, s'il est champion du monde, ils vont se dire, ouais, bah normal, C'est normal, normal ouais. qu'il Mhm. redevienne champion du monde. Ou pour un exemple que tout le monde connaît, Teddy Riner au judo, Mhm. Mhm. s'il est re-champion du monde, bah, on va se dire, ouais, normal, c'est Mhm. Teddy Riner, quoi. Mais le jour où il va rater, là, ça va Ouais, commencer à ouais, parler ou quoi. c'est clair. Donc je pense que c'est important, tu vois, de, de valoriser quand même les efforts, même si tu es habitué à réussir ou quoi. Mhm. Donc ça, c'est important. Et pour les élèves qui ne sont pas forcément en position de réussite,
donc la plupart des élèves quand c'est un gros tournoi. Je pense que c'est important aussi de discuter avec eux et de voir en fonction de la personnalité des élèves, donc voir les plus faibles en premier, euh, quels apprentissages est-ce qu'ils peuvent vraiment en tirer, euh, leur faire changer la vision des choses, tu vois, au lieu de se concentrer, comme tu disais avant, sur le résultat, Mm. mais se concentrer sur le chemin. Mm. Là, pour la ceinture noire, récemment, il y en a une qui a loupé sa ceinture noire. Et du coup, elle était focus sur le résultat. Et se dit, Mm. putain, mais j'ai pas eu ma ceinture noire. Donc, je vais revenir au club. Les gens, ils vont me regarder de travers. Ils vont se Mm. dire, putain, elle a loupé sa ceinture noire. C'est qu'elle a pas le niveau ou quoi. Mais au contraire, je pense que, tu vois, ça peut la rendre encore plus forte. Je l'ai réguillé un petit peu sur sa vision des choses. Je lui ai dit, mais en fait, Mm. pourquoi t'as raté ta ceinture noire? Donc on a parlé des attentes dont je Mm. parlais. Et ensuite, elle m'a dit, ouais, mais j'ai quand même bien évolué, je trouve, depuis que j'étais ceinture marron, donc c'est les étapes avant la ceinture Mm. noire. J'ai quand même bien évolué et tout, j'ai évolué là-dedans, là-dedans, là-dedans. Je dis, bah du coup, c'est hyper positif, Mm. Ouais, tu vois. mm. Et le fait de les accompagner là-dedans, je pense que ça les aide aussi, tu vois, à Ouais, mieux ouais, c'est digérer le important. Ouais. résultat. Mm. Bah, Parce que c'est surtout, dur. surtout quand ça se passe mal. Ouais, parce que c'est dur Après, quand à ça se digérer passe bien ça. aussi, mais gérer le moment où ça marche pas trop, manque de confiance, série négative, là, plusieurs matchs de suite ou quoi, faut essayer de parler, de faire sortir ce qui va pas et puis de refixer des choses, ouais. Ouais, parce que t'as vite fait en fait de te sentir hyper seul. Mm. Mm. Toi, tu le vois au tennis, Ouais, genre ouais, quand tu perds, tu prends ton sac à dos, ta raquette et tu rentres c'est chez toi, ça, quoi. c'est Et ça. t'es tout seul. Mm. Le public qui t'a Tu fais encouragé, il ton rentre petit pas avec débrief sous toi. ta douche là Ouais, c'est où ça. tu remets en cause le, le fait de retourner sur un terrain de tennis tellement t'as les nerfs ou t'es déçu. Ouais, ouais, je connais. Mais non, ouais, c'est super important. Mm. Parfait. Est-ce que t'as encore d'autres choses? Écoute, non, ouais, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ouais. Mm. Moi, j'ai encore une toute dernière chose par rapport à l'évaluation encore, c'est évaluer avec un objectif clair. Donc, je le disais tout à l'heure avec le karaté où j'ai évalué sur trois axes principaux, donc l'engagement, la technique, etc. Et, euh, Et je pense que c'est important aussi, tu sais, on fait des évaluations physiques en match par exemple, évaluation à l'écrit en mathématiques, Mm. mais par contre on peut aussi faire des évaluations orales où genre juste quand on participe ou quoi, on va évaluer quelque chose. Et, euh, et les efforts, c'est assez dur à évaluer quand tu es à l'écrit. Je prends un exemple d'un élève, je sais pas, dyslexique qui fait une rédaction en français. Il peut faire des efforts monstrueux et faire énormément de fautes d'orthographe, alors qu'à côté, tu vas avoir un élève qui est pas dyslexique et qui fait aucun effort et qui Mm. fait moins de fautes que le dyslexique, par exemple. Donc c'est un truc qu'on peut évaluer nous-mêmes en tant que coach, en tant que prof, quand on a l'élève face à nous. Mais par contre, c'est aussi important de répondre aux exigences d'un certain programme. Donc l'élève qui est dyslexique, quand il va faire son bac de français, il aura peut-être un tiers-temps ou quoi, mais ce ne sera pas écrit sur sa copie, Mm. peut-être, tu Mm. vois. Mm. Et donc c'est important aussi pas seulement de les conforter et de leur dire ben c'est pas grave, t'es dyslexique, Mm. pas besoin de faire des efforts ou quoi. On peut aussi, tu vois, les pousser un petit peu vers le haut et leur dire ben voilà, t'as un frein, t'es né avec un frein, c'est pas grave, c'est que tu vas juste devoir pédaler encore plus fort et encore plus vite pour Mm. surpasser ton espèce de frein et progresser malgré tout et rejoindre le niveau des autres. Donc des fois on peut quand même développer la motivation de ces élèves-là et pas juste leur dire bon bah c'est pas grave, tu Mm. feras des fautes, Ouais, ouais. on t'en tiendra pas compte. Parce que le jour où tu tombes sur un prof qui en a rien à foutre de ta dyslexie, Mm. ce qui arrive assez souvent malheureusement, et qui n'adapte pas son cours, qui au niveau de l'évaluation il adapte rien du tout, bah un petit peu compliqué quoi. Mm. Et du coup ouais, donc évaluation avec un objectif et cibler une compétence en particulier aussi. Donc en maths par exemple, on va pas forcément cibler l'orthographe, on va surtout cibler le raisonnement. Mm. Et, euh, et j'en vois beaucoup, tu vois, des profs de maths qui demandent de suivre leur rédaction à eux, avec leurs mots à eux. Et au final, moi, je préfère personnellement un élève qui essaye de raisonner seul, qui essaye de faire des phrases qui ont du sens, plutôt qu'un prof qui dit juste, bah, en fait, tu récites mon truc par cœur et tu auras tous les points si tu récites par cœur. Mm. Enfin, tu Mm. vois. Ouais, ouais. Et je pense que des fois, il faut un peu, je sais pas comment dire Ouais, ça faut les laisser gentiment, faire. mais Enfin, faut. ouais, c'est ça. Moi, Et tu vois, dans le tennis, j'essaie de leur apprendre une façon de jouer, des trucs, mais des fois, tu vois, faut les laisser faire à leur sauce aussi. Ils vont peut-être jouer différemment que ce que toi t'espères, et au final, ils sont peut-être plus faits pour ça, ou ça va peut-être plus leur parler que toi imposer ton style, ouais, tout à fait. tu vois. Exactement. Mm. C'est comme si toi, en tant que prof de tennis, t'imposais le revers à une main Ouais, à tous parce tes que j'en élèves fais, parce que quoi. tu fais ton Ouais, c'est revers à une ça. main à tous tes élèves, Ouais, c'est ça. tu vois. Ouais, ouais, Donc ouais, je carrément. pense que c'est important. Mm. Parfait. Bon, on va passer au balance ton mentor. Mhm. Tu veux commencer? Écoute, pourquoi pas?
Alors Ok. moi, Parti. le mentor que je vais balancer, c'est assez général. Étant donné que je suis dans le milieu du sport, on est souvent tous des millions d'entraîneurs devant notre télé ou dans le stade, assis sur voilà, dans les gradins. Mhm. Et on a tous des avis. Moi qui suis abonné à la Méno, j'ai des gens derrière moi qui ont des avis très tranchés. Des fois, je suis à deux doigts de me retourner parce que ça me rend dingue. Et en fait, voilà, on va vite dénoncer la défaite ou alors banaliser la victoire. Et on se rend pas forcément compte du travail qu'il y a derrière, de pourquoi ça marche pas. On analyse énormément le résultat et pas assez la manière à mon goût. Mhm. Et du coup, comme on est dans les critères d'évaluation, ce serait bien de tempérer certains commentaires sur les réseaux sociaux ou même à la télé ou dans la presse. Parce que, comme j'ai dit avant, c'est très facile de dénoncer plein de choses. Ouais, mais là, il aurait dû faire la passe. Là, je comprends pas pourquoi il a mis ces deux joueurs-là et tout. Mais on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi, à ce moment-là, il décide de faire la passe. Peut-être qu'on lui a dit qu'il fallait faire la passe. Pourquoi il met ces deux joueurs-là? Parce que peut-être les deux autres, ils étaient absents à l'entraînement ou pas assez rigoureux, ou ils sont malades, ou ils ont un petit pépin physique qu'on ignore. Et en fait, on va commencer à se faire des films et à croire que de toute façon, ce qu'on dit, bah, c'est la solution, hein, parce on sait tous mieux que l'autre. Et du coup, voilà. Donc moi, je tempérerai un petit peu tous les gens et moi, des fois, ça m'arrive aussi hein, de donner mon avis comme ça sur le coup de la frustration, voilà. Et alors qu'en fait, on ignore 75% de ce qui est fait derrière, quoi. Mm. Tu vois? Voilà, mon petit coup de gueule. Mais ouais, qu'on entend tous. D'ailleurs, il y a eu le match Mm. de la France là récemment avec. Ouais, C'était quoi? France ouais, contre ouais. qui? Contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne, ouais, Mm. on perd 2-0 Ouais, ouais. et ouais. Rendez-vous au mois de juin, les gars. On verra. Non, mais c'est vrai. On verra C'est ce vrai. qui se passera parce que là, tu peux tirer plein de conclusions, voilà, hâtives, mais c'est comme en Ligue 1, c'est comme dans le tennis. Enfin, là, tu vois, hier soir, Caroline Garcia, elle a battu Coco Gauff, tu vois, Mhm. à Miami, tête de série numéro 3, alors que si tu reviens des semaines en arrière, t'en avais plein qui disaient qu'elle n'y arrivera jamais, qu'elle est finie, etc. Enfin, tu vois. Donc il y a des périodes, il n'y a aucun sportif qui gagne tout, tu vois. Ouais, c'est ce que Même j'allais dire. Verstappen Tu qui peux pas domine gagner la tout le Formule temps, 1, hein. bah là il a eu un pépin mécanique sur sa voiture, il a abandonné ce Ouais, week-end, tu vois. ouais, Bah ouais. voilà, c'est comme ça. Voilà, je te laisse la Alors, parole. ouais, moi, mon mentor cette semaine, c'est un chanteur qui s'appelle Dadju. Ok. J'ai regardé En fait, j'ai regardé son petit documentaire, je crois qu'il y a 8 épisodes, quelque chose comme ça, qui retrace un petit peu sa vie, où il parle un petit peu de son parcours. Et en fait, je retiens trois leçons principales. La première, c'est donc Dadju, pour ceux qui savent pas, c'est le petit frère de Maître Gims, enfin de Gims. Et très tôt dans sa carrière, en fait, on l'a tout le temps comparé à son grand frère. De toute façon, t'es le frère de, tu vois, on l'a toujours présenté en tant que frère de Hmm. Gims. Et du coup, lui, il a vu ça comme, enfin, il l'a interprété comme. Au début, c'était un peu lourd pour lui. Puis ensuite, il s'est dit, tu sais quoi, ça va être la motivation. J'ai envie qu'un jour, on parle de Gims comme le frère de Dadju, Hmm. tu vois. Ouais, Et c'est donc beau. aujourd'hui, tu vois, il a complètement inversé la tendance. Bon, les deux sont très connus, tu vois. Hmm. Ils se disputent tous les deux la place du numéro un du plus gros vendeur de disques. Donc je trouve que c'est assez beau Hmm. de faire ça en famille. Et donc ouais, la grosse comparaison avec le frère, ça l'a vraiment poussé vers le haut. Donc il faut savoir avec qui le faire et pas tout le temps, pas le faire avec n'importe qui. Ensuite, ça retrace un petit peu le parcours tu vois, ils ont vécu dans la rue pendant quelques années, ils ont dormi dans des cages d'escalier avec sa mère, il était enfin, abandonné par son père, il a eu une vie assez difficile quand il était jeune. Puis petit à petit, en fait, il a réussi à se construire, notamment grâce à son grand frère ou avec des gens de la famille. Et donc, tu vois vraiment que un mec qui dormait dans la rue 10 ans plus tôt, ben, 10 ans plus tard, il se retrouve à remplir le Hmm. Parc des Princes, à être le Hmm. premier à remplir le Parc des Princes et à faire un gros concert, je sais pas, il y a 60 000 places peut-être là-bas, Hmm. quelque chose comme ça. Donc c'était son rêve et il a réussi à le faire. Et ensuite, on voit aussi comment il arrive à construire sa carrière, quels obstacles est-ce qu'il a dans sa carrière. Nous, tu sais, quand on voit les sorties d'albums, écouter les musiques à la radio, les trucs comme ça, on se dit, tu vois, ça a l'air facile parce que Hmm. Hmm. t'as l'impression que c'est inné, c'est un talent et tout. Hmm. Et en fait, pas du tout. Il traverse des périodes de doute, il passe des périodes où t'as des embrouilles avec le manager, avec l'équipe, avec plein de personnes. Le, Pas le manager, avec le producteur aussi, tu vois, problème avec le producteur qui a essayé de l'arnaquer parce qu'il lui a fait signer des contrats à l'avance, etc. Donc, hyper enrichissant de voir ce genre de choses-là. Et moi, j'adore, tu vois, regarder
des interviews de personnes Ouais. célèbres, enfin, de personnes qui ont Biographie réussi, et tout. Ouais. biographie, autobiographie, parce que parce C'est qu'en hyper fait, c'est hyper enrichissant. enrichissant. Ouais, C'est ouais. des gens qui, pour arriver à un certain niveau, ils ont clairement passé des obstacles, enfin, ils ont défoncé des obstacles, ils ont dû passer par des grosses difficultés, et c'est hyper enrichissant de voir ce genre de personnes-là, parce que bah, toi, si tu as envie de réussir et que tu as beaucoup d'ambition, tu as aussi envie, tu vois, de passer, Mm. enfin, tu seras obligé de passer par certains obstacles que d'autres ont déjà traversés, Mm. et donc ça nous fait automatiquement progresser, quoi. Ouais. Je me suis toujours dit qu'il y avait deux façons d'apprendre. La première façon, c'était de le faire. La deuxième façon, c'est de s'inspirer des erreurs des autres ou des réussites des autres. Mm. Mm. Et donc, ben, si tu fais, tu prendras un petit peu plus de temps. Maintenant, si tu profites de l'expérience des autres, Mm. bah, comme nos élèves qui profitent de notre expérience de coach, forcément, tu vas un petit peu plus loin et plus vite, quoi. Ouais. Voilà pour mon petit mentor de cette Belle semaine. conclusion. Parfait. Bon, ben, du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Yes. Encore une fois, si vous avez des idées de sujets ou nous on est carrément ouvert. Si vous voulez compléter ce qu'on dit sur là aujourd'hui, ce qu'on a dit sur sur Évaluation. l'évaluation et sur l'interprétation du résultat, réussite ou échec. Pareil, il y en a qui nous écrivent un petit peu en privé. Merci beaucoup. Et ensuite, sinon dans les commentaires ou peu importe, hein, on est ouvert à tout. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Learning Pédagogie. Merci. Ciao, ciao.